Kwahiatonk, marquer l'imaginaire. Kwahiatonk et Hydro-Québec sont fiers de vous présenter les balados Cercle de lecture. Dans chacun des épisodes, Caroline Nepton-Hott et ses invités discutent d'une œuvre du corpus littéraire autochtone qui mérite d'être mieux connue. Aujourd'hui, épisode 10, Nawetakwan, un silence pour un bruit, de Natacha Canapé-Fontaine. Quoi tout le monde, ici Caroline Nepton-Hott. Bienvenue à ce nouvel épisode de Balado. Aujourd'hui, nous parlons de Nawetakwan, un silence pour un bruit, de Natacha Canapé-Fontaine. Il s'agit du premier roman de l'autrice, publié en 2021 chez XYZ. Pour en discuter, j'ai avec moi Audrey-Lise Roch-Hervieux et Katia Bacon. Bonjour, quoi. Ouais. Alors, Audrey-Lise Roch-Hervieux, c'est une mère Innu qui est fondatrice, blogueuse et conférencière à la tête de Maman Autochtone. Originaire de Pessamit, elle a dédié 6 ans à l'éducation avant de réorienter sa carrière vers les enjeux autochtones. Elle est actuellement étudiante en gouvernance autochtone, puis elle a enrichi son expertise grâce à l'école d'été du Sierra et l'école d'été des femmes autochtones. Donc, on est heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et puis, Katia Bacon est Innu de Pessamit. Elle a toujours été fascinée par les livres, les histoires racontées, la création de pages couverture, les auteurs. Donc, elle est devenue un peu une groupie des autrices et des auteurs. C'était une des rares personnes, dit-elle, à l'école d'apprécier les lectures qu'on lui donnait, finalement, contrairement à ceux qui n'aiment pas trop lire les textes. Et c'est en 2021 que Katia a la chance de voir sa nouvelle, Cécile, qui a été publiée dans le recueil Wapke, en compagnie de grands auteurs autochtones comme Michel Jean, Louis-Carl Picard, Joséphine Bacon et la chanteuse Elisabeth Isaac, qui est Inuk. Alors voilà, donc on parle aujourd'hui du livre Nawetakwan, un silence pour un bruit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Nawetakwan? Honnêtement, je sais pas. Me semble à mon souvenir, corrigez-moi si je me trompe, je sais pas, je suis pas certaine, mais me semble que c'est comme un bruit éloigné ou quelque chose qui ressemble à ça. Je suis pas certaine. Un bruit qui résonne depuis De très, loin. très loin. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un bruit qui résonne depuis très loin. Il a fallu que j'aille le chercher moi aussi parce que j'étais pas certaine puis je l'ai jamais vraiment entendu. C'est pas tellement un nom, un mot qu'on Non, utilise. c'est pas commun. Tu sais, on l'entend pas. Tu sais, je m'exprime très bien en Innu, puis c'est pas un mot que j'utilise dans la vie de tous les jours, mettons. Non, c'est ça. On va plutôt dire, genre, j'ai entendu quelque chose qui est loin, comme descriptif, là, plutôt que de dire ce mot-là comme tel. Mais c'est intéressant de le voir. La prémisse de ce livre-là, finalement, c'est une jeune fille qui se nomme Monica, qui a grandi à Forestville et qui est de Pessamit, justement. Hein. Donc, vous connaissez les lieux d'où elle vient. Et elle grandit à Forestville, quand même assez en marge de la communauté, plutôt en milieu québécois. Et elle s'en va en études à l'Université du Québec à Montréal, donc à Mouniane. Et c'est à Mouniane, en fait, à l'âge de 19-20 ans, qu'elle fait la connaissance de plein d'Autochtones, qu'elle rencontre des gens de la communauté qui lui présentent un peu plus des éléments de sa culture, des chanteurs, des créations. Et elle s'en va comme ça, elle va traverser différentes régions, elle va se rendre à Vancouver, elle va se rendre au Mexique pour revenir finalement vers sa communauté de Pessamit et le Nitassinan. Donc, c'est tout le développement de ce personnage-là qui se nomme Monica. Vous, quand vous l'avez lu, Audrey-Lise, est-ce que vous avez reconnu des personnes que vous connaissez? Ben, effectivement, j'ai eu l'impression de connaître les personnages. Pendant la lecture du roman, j'ai essayé d'associer tel personnage à telle personne. Puis ouais, je trouvais ça vraiment intéressant. J'avais l'impression de connaître les personnes dans le roman, en fait. De votre côté, Katia? Comme Audrey-Lise, moi aussi, j'ai eu cette impression-là. C'est
C'était la partie le fun, c'était le fun de le lire, là, mais la partie la plus le fun, c'était comme une espèce de chasse à l'homme, tu veux savoir qui est qui dans tout ça. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça, puis disons que il y a des personnes que je me disais, c'est peut-être elle, parce que c'est comme à une époque où j'ai connu Natacha, fait que là, je me disais, ça ressemble à elle, ou Ouais. ça ressemble à lui, fait que là, c'est ça. Mais je peux pas, je pourrais pas dire si c'est vraiment cette personne-là. Moi, je sais pas, en fait, je lui ai jamais demandé. Ouais. C'est quand même un peu autobiographique en quelque sorte. C'est pas exactement ce qu'elle a vécu, mais ça ressemble un peu à son parcours à elle. Oui, puis j'enchaînerai avec ce que Katia disait. J'ai eu l'impression vraiment que c'est l'histoire de l'autrice en question, mais encore là, je peux pas confirmer que oui, c'est vraiment elle. Tu sais, je connais pas son histoire de A à Z non plus, mais ouais, il y avait beaucoup de- d'extraits dans le roman qui me faisaient penser à l'autrice. Oui, effectivement, puisqu'elle a fait une partie de sa vie à Forestville, une partie de sa vie à Bécomo, elle est allée à Rimouski étudier en art, elle fait du dessin comme son personnage Monica, puis elle se retrouve à Mouniane où elle rencontre plein de gens du milieu autochtone qui viennent d'un peu partout, de Kitigan-Zibi notamment. Elle se fait une très grande amie, là, elle se lie d'amitié d'une certaine Catherine qui vient de Kitigan-Zibi et qui connaît beaucoup de choses également. Et on peut dès le départ, à l'Emchpit, on rentre de plein pied dans une exposition qui a eu lieu à Montréal en 2019, de laquelle j'étais collaboratrice à l'époque. C'était une exposition de Rebecca Bellemare qui a été présentée au Musée d'art contemporain qui s'intitule Braver le monumental. Et à ce moment-là, il y avait aussi des conférences. C'est de cette partie-là dont j'ai fait partie de ces conférences-là. Mais c'était très amusant parce que je traversais le livre, puis là, l'exposition, je l'ai vue. J'avais vu toutes les œuvres. Puis en plus de ça, le sentiment, je comprenais ce qu'elle voulait dire vraiment complètement. Puis ensuite de ça, cette idée-là de se retrouver dans un lieu avec autant d'œuvres, autant de symboliques de ces femmes autochtones disparues et assassinées-là. Et cette présence de l'art-là, elle va traverser l'ensemble de l'œuvre. Hein? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a accroché dans comme en filigrane, là, le perlage, le tissage, la création, l'art? Moi, je vais y aller avec l'exposition parce que moi, je l'ai vue aussi. Puis j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, me rappeler de cette exposition-là. Puis, tu sais, l'ado de dos, là, puis qui est à genoux avec son hoodie et son capuchon. Je ne sais pas si elle porte son capuchon, mais en tout cas, je m'en rappelais. Puis la vidéo dont elle parle à un moment donné, ça aussi, je m'en rappelais. Puis, ouais, je me rappelais pas de l'exposition, mais quand j'ai lu ça, j'étais comme, ah, j'ai déjà vu ça. Fait que là, j'ai fait mes recherches, puis effectivement, je l'avais vu. Pour ce qui est de l'art, tout au long du roman, c'est sûr que moi, j'en fais pas, mais j'en achète, tu sais. Sauf que je trouve ça quand même intéressant qu'on le retrouve parce que c'est une grosse partie quand même de, de, de notre nation, des peuples autochtones. L'art, tu sais, manuel, là, c'est vraiment... ouais, j'ai trouvé ça super intéressant, ça aussi, ce bout-là, ce bout-là, tout au long. Oui, c'est ça, comme en filigrane qu'on retrouve comme ça avec la couture, le perlage, le fait qu'elle a vécu un peu ça avec sa grand-mère sans toutefois le Oui, connaître. Hein? justement, ça m'a rappelé que on faisait de la broderie avec ma grand-mère, puis aussi un peu de tricot. Euh, Moi, quand elle parle de sa grand-mère, ça me rappelle la mienne aussi parce que non seulement elle fait quelque chose avec ses mains, avec sa grand-mère, mais elle reste sur la rue à Chigny. Puis ma grand-mère, elle reste encore là, fait que je me voyais là-dedans.
Oui, c'est ça, Katia. Moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, mais je suis là, je suis dans son histoire quelque part où il y a quelqu'un qui me ressemble ou qui pense quelque chose de similaire qui s'apparente à ma vie ou qui s'est passé dans ma vie. Avez-vous eu cette impression-là, Audrey-Lise? Ben oui, clairement. Puis justement, quand on parle de l'art, de l'artisanat, etc., quand elle parle de sa grand-mère, moi, j'ai tout de suite fait référence à l'ancien artisanat qui était sur la rue Achigny, vraiment dans les années 90. Puis, tu sais, ça m'a remémoré tout plein de souvenirs de cet artisanat-là, justement. Mhm. J'avais vraiment l'impression de, c'est ça, de faire partie de l'histoire, tu sais, parce que justement, ça se passe dans ma communauté. Puis ouais, je trouvais ça vraiment super intéressant. C'était vraiment. Tu sais, ça m'a accroché dès le début parce que justement, j'avais l'impression de connaître les personnages, mais aussi parce que ça se passe à Pessamit. Mhm. Oui. Ben, une partie se passe après Saint-Samis parce Ouais, que là, c'est ouais, ouais, ouais. divisé en lieux. Hein. On se Oui, déplace dans le territoire. On exactement. est à Montréal, Jojage ensuite. Hein. Ensuite, Vancouver, Mexico, Tenochtitlan, Pessamit, Nitassinan, puis ensuite de ça, on revient au retour. Donc, c'est les différents chapitres là, qu'on retrouve à travers le, euh, à travers l'histoire. C'est sûr, on a un roman là, avec un narrateur omniscient, mais aussi un narrateur témoin. Là. On voit des introspections, les rêves de Monica, le personnage principal. Ses réflexions aussi en filigrane, quand elle est en interaction avec une personne et elle n'ose pas dire quelque chose, ça revient, elle est en italique, donc ce qu'elle pense, on le voit également sans toutefois qu'elle entre en interaction avec les gens. Il y a des thématiques qui reviennent, justement, cette sensation-là d'être en Amérique partout chez soi. Donc, il y a cette phrase-là qu'elle dit que finalement, à travers l'ensemble du territoire, elle se sent chez elle. Est-ce que, parce qu'elle a vu toutes les nations autochtones à Vancouver, les nations autochtones au Mexique, elle revient les nations autochtones à Montréal, puis après ça, elle se retourne dans sa communauté, puis elle dit, ah, c'est comme si je suis partout, il faut que je retourne chez moi pour savoir qui je suis. Cette portion-là de comment je l'avais compris, c'est que peu importe dans quelle nation autochtone elle allait voir, ben, à la rencontre, mettons, moi, ça me faisait penser à que dans n'importe laquelle nation, il y a beaucoup, beaucoup de similarités avec nos coutumes, nos traditions, etc. Fait que c'est pour ça que probablement cette impression de se sentir chez soi partout où est-ce qu'elle allait. Donc, il y a comme une très grande quête d'identité. Cette quête-là d'identité-là, elle est partout dans les communautés autochtones actuellement? Ben, de plus en plus, oui. Je dirais pas dans le temps de ma grand-mère parce que tu sais, c'était pas ancré en tant que tel, mais ils se posaient pas tant de questions, tu sais, sur leur identité. Mais de nos jours, je pense que oui, c'est chaque jeune de chaque nation, de chaque nationalité, ben des peuples autochtones, je pense qu'il y a une espèce de quête d'identité, que ce soit au niveau de la langue, réappropriation culturelle, territoriale, tout ça, parce que là, justement, on sait qu'on veut être chez soi, tu sais. Tu sais, on nous a amenés dans des réserves, qu'ils disent, là, justement pour pas déranger, mais là, c'est chez nous, tu sais, fait que je pense que là, c'est le temps de se réapproprier le territoire et tout, notre identité, notre culture. Fait que je pense que oui. Ben non, en fait, je pense pas. Je sais que oui, il y a une quête pour chacun, surtout chez les jeunes. Oui, oui. Puis la langue est centrale. La langue est centrale, Audrey-Lise. Oui, vraiment. Puis justement, pour faire référence à cette quête identitaire, je pense
surtout de notre génération de jeunes, ben, jeunes. On parle 25, 30, 35. Ouais, mettons. En bas de 40, en bas de 40. Jeune en bas de 40. On est vraiment dans ce processus-là de réappropriation identitaire sous toutes ses formes, que ce soit justement territorial, au niveau de la langue, mais aussi de la spiritualité. Tu sais, moi, je suis vraiment là-dedans, tant au niveau du territoire, mais aussi au niveau de la spiritualité. C'est vraiment, ouais, ça me parle énormément. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous, ça, c'est la spiritualité? Oh mon Eh Dieu! mon Dieu! Grande question aujourd'hui. Grande question avec tellement de réponses sans, sans en vouloir à la religion nécessairement. Ben, je pense, moi, personnellement, quand on parle de spiritualité, c'est de retrouver un peu euh, les cérémonies qui se faisaient à l'époque, mais qui ont presque disparu justement à cause de la colonisation. Fait que, tu sais, moi, comme je dis, je suis vraiment là-dedans en ce moment. Fait que, tu sais, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, mais ouais. Mhm, mhm. Puis ça transparaît à travers le rêve, cette quête-là, hein, parce qu'il y a toujours la présence de ce corbeau, hein, Oui. qui vole au-dessus d'elle à certains moments. Elle le voit à certains moments, Monica, le personnage principal, ne voit pas le corbeau, est inquiète d'avoir un esprit qui est comme au-dessus, qui la surveille ou qui la guette. Puis, tu sais, plus justement, quand on parle des rêves, elle en parle aussi dans son roman. Puis, justement, quand on parle de la spiritualité, ben, plus on est plongé dedans, plus nos rêves nous parlent. Parce que ça aussi, personnellement, je le vis énormément depuis que je suis là-dedans. Mes rêves me parlent beaucoup. Fait que ce qu'elle raconte dans son roman, tu sais, ça me parle beaucoup aussi. Bien qu'il y a des... C'est sûr qu'il y a des portions, parfois, dans ses rêves que, tu sais, il y avait des parties qui étaient moins évidentes à imager dans ma tête parce que, tu sais, c'est ses rêves à elle. Mhm, Et ouais. Les C'est rêves, c'est jamais trop. c'est ça. C'est vraiment, je pense que dans tout le roman au complet, c'est les parties les plus complexes que j'ai trouvé difficiles à lire dans le fond parce que justement, tu essaies de comprendre vraiment qu'est-ce que son rêve signifie, puis tu sais, c'est dur en même temps, là. Ouais. Mais il y a quelque chose de très éducatif dans l'ensemble de l'œuvre, de la proposition Natacha Canapé. On apprend en même temps que Monica apprend. Est-ce que vous pensez qu'un jeune qui cherche ou qui cherche des réponses, vous conseilleriez ce type de lecture-là? Ah, définitivement. Oui. Ça pourrait, moi, je pense que ce roman-là pourrait clairement servir de guide justement à une personne qui est dans cette quête-là. Vraiment. Tu sais, ça pourrait, c'est comme une lueur d'espoir justement pour les personnes qui sont vraiment là-dedans, là. Mais aussi parce qu'elle, tu sais, souvent quand quelqu'un est en quête, la personne va fouiller, mettons, tu sais, dans sa famille, dans son village, ben, c'est ce qu'elle fait, mais avant ça, elle voyage, tu sais, c'est de là que ça part, en fait. C'est comme partir pour mieux revenir, dans le fond. Puis, je pense que ça peut donner, comme dit Audrey, ça pourrait être une espèce de guide de comme, peut-être pas comment faire, mais tu sais, si tu veux, voyage, puis après, tu sais, c'est là que tu vas te connaître en voyage, puis en revenant aussi. Donc, oui, je le conseillerais aux jeunes en quête d'identité.
Oui. Le langage aussi est très jeune, là, parce que là, on parle de TikTok, puis de réseaux sociaux, puis de, tu sais, de rencontres. Oui, c'est ça. Donc, tu me FaceTimeras, dit-elle à Gab, qui est à Montréal. Ben, tu me FaceTimeras. Donc, le langage est assez... Un Oui, nouveau c'est ça, verbe. un nouveau verbe avec son ami avec qui elle échange, qui garde son chat, qui s'appelle Minou. Il y a des petits bijoux quand même dans ce livre-là, des phrases là, magnifiques, là. Alimentant le cordon ombilical des perceptions, il n'y a que le souffle de l'origine de notre mémoire. Tout est danse, tout est pulsation. Le monde semble émerger de nouveau, sauf que ce n'est pas encore la naissance des cieux. Tout est noir en dedans. Dans le ventre de la terre, un battement. Il n'y a pas de cœur, il n'y a qu'une fréquence. Puis là, elle parle du bruit, hein, du bruit de la fréquence de la Terre qui est de 7,8 Hz, 7,8 Hz, comme un vrombrissement qui est tout le temps là, comme qu'on soit en forêt, mais qu'on ne l'entend pas en ville parce qu'il y a trop de bruit. Moi, ce sont les parties que j'ai vraiment le plus aimées, ou aussi quand il commence à décrire ces états ou des places, des endroits, je trouve ça super poétique. Ça, j'ai vraiment l'impression de voir Natacha écrire parce que c'est comme ça que je la connais, moi. Puis, ouais, ce sont les parties que j'ai préférées. Un peu moins les dialogues, si on peut parler des moins, des moins dans le roman, c'est les dialogues. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez, expliquez-moi ça. Qu'est-ce qui vous a accroché? Ben, ce qui m'a dérangée, c'est sa façon de décrire l'humour. Tu sais, on rit beaucoup, hein? On est des Autochtones, puis on est reconnus, tu sais, les Inuits, les autres Autochtones aussi, les autres peuples, on est reconnus pour rire. Fait que moi, c'est les ha-ha-ha qui m'ont dérangée. OK. Je pense qu'il y a une autre façon de décrire l'humour que de décrire des ha-ha-ha ou des moi ha-ha-ha. Mais en même temps, on l'entend presque, là, parce qu'on entend le nia. Elle, je l'entends, oui, je peux l'entendre. Tu sais, il y a ça, c'est vrai, mettons pour les niais. Mais c'est parce que quand tu lis, ça fait pas naturel. Tu sais, tu lis quelque chose, puis là, t'es comme ha ha ha, parce que tu ris pas vraiment. Fait que ça fait nanana ha ha ha. Fait en tout cas, mais sinon, les parties où où elle décrit des affaires, ça j'ai Oui, vraiment. des endroits. Ben, comme le point tournant où est-ce que finalement elle s'en va des Rocheuses, puis elle revient vers Pessamit. Elle écrit traverser les Rocheuses et ne voir que leur cime, sentir son corps se répandre et juste au-dessus des nuages, tenir les ailes des oiseaux dans mes mains. L'ombre noire est celle qui a volé le soleil. Elle le dérobe au sommeil, se cache dans le coffret le plus petit, gisant dans une minuscule caverne entre deux montagnes. Le chinook nous pousse vers le lieu de départ. Nous devons mériter notre trajectoire. L'itinéraire choisi, il faut gagner chaque seconde. Donc, et là, elle arrive à Pessamit finalement et retourne dans sa famille. Donc, tout un moment où elle rencontre sa tante et on se demande un peu tout le monde est content de la voir, mais tout le monde se demande un peu qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle revient. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en filigrane de cette histoire-là, il y a la tragédie des pensionnats. Au début, quand tu lis son histoire à Montréal, ses voyages à Vancouver, tu ne te dis pas que ça pourrait avoir un lien. Moi, quand c'est vraiment rendu à Pessamit que j'ai compris que c'était ça le drame, en fait, avec sa famille, sa mère. Je n'aurais pas cru, en fait. OK, OK. Moi, ça m'est apparu comme une évidence. Je m'étais dit, si elle était aussi détachée de sa communauté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a marqué. Ou il y a quelque chose qui est arrivé. Ben moi, malgré le fait que, tu sais, mon père a été au pensionnat, non, j'aurais jamais été capable de deviner que ça faisait référence à ça au début, là. Moi, ça m'est paru comme une évidence, justement, comme je vous disais, de dire, ben, écoute, elle est tellement détachée, elle connaît tellement rien qu'il est arrivé quelque chose à sa famille ou à sa mère, parce qu'elle parlait peu de sa mère, pour
pour que ce soit éloigné autant de sa famille, de ses liens à sa communauté, qu'elle est comme renié tout ça pour essayer de devenir, entre guillemets, une Blanche, une Québécoise ou éliminée en même temps. Mais en même temps, ça, c'est une référence à les conséquences que ça a sur les enfants. Les pensionnats ont eu sur les enfants. Oui, Puis elle s'attache à des hommes extrêmement toxiques pour elle. c'est le bout où je me suis moins reconnue en elle, c'est les hommes, mais oui, ça arrive ça aussi que on s'attache à des gens moins fréquentables ou du moins plus toxiques justement parce que je sais pas, on recherche l'attention ou je sais pas, tu sais, je sais pas comment dire, mais tu sais, comme sa mère, elle s'est éloignée de sa mère, ben, elle s'est rapprochée des hommes toxiques, mais c'est comme un pattern, dans le fond, ça revient au même. Oui, c'est ça. Audrey-Lise? Mais en fait, tu sais, je me suis vue un peu à travers ça, justement, quand on parle des relations toxiques, parce que tu sais, je l'ai vécu aussi, cette portion-là, qu'elle parle de sa vie, ben, je l'ai vécu aussi, moi aussi à l'époque, lorsque je demeurais encore à l'extérieur, fait que je me suis vue un peu là-dedans, effectivement. Mais c'est pas quelque chose qu'on aime Non, parler c'est trop ça, trop, hein? une Moi portion aussi, je de me ma suis vue vie un que peu. j'aime moins aborder, fait que, ouais. Oui, mais je pense que c'est quand même important de le noter puis de le dire parce qu'il y a toute la douleur qui est derrière ça, qui est finalement pas toujours très bien compris, hein. On ne sait pas pourquoi on a fini par s'attacher de manière aussi démesurée à une personne qui nous ignore. Mais tu sais, quand on parle justement de ces relations-là, puis quand on fait référence aux conséquences des pensionnats, justement, bon, si je peux me permettre de prendre l'exemple sur moi, mon père qui a été au pensionnat, mon père n'a jamais eu de marque d'affection envers nous, de nous démontrer de l'amour, de nous dire je t'aime, de nous donner des câlins, etc., etc. Fait qu'à quelque part, on, inconsciemment, on essaie d'aller j'ai essayé d'aller combler ce manque-là chez les hommes, possiblement en tout cas. Fait que, ouais, ouais, c'est comme, je pense... Mais c'est intéressant parce que Monica, le personnage, finit par se sortir de cette toxicité-là en se concentrant sur elle puis sur sa propre quête, puis sur sa famille. Audrey-Lise aussi s'en est sortie. ouais. Clairement, parce que je me suis promis que lorsque je deviendrai maman, jamais que je voudrais faire ressentir à mes enfants ce que moi j'ai ressenti en tant qu'enfant d'un survivant des pensionnats. Je me suis promis que j'allais leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour que moi, je n'avais pas eu la chance d'avoir. Une fierté aussi, la fierté de la culture. Parce que là, maintenant, on en a parlé, on a le droit. On a le droit de raviver la langue, on a le droit de la parler, on a le droit de pratiquer notre art, la culture, on a le droit. Nos parents ou nos arrière-grands-parents n'avaient pas le droit. Moi, il a vraiment fallu que je sorte de mon village pour reconnaître que c'est précieux, en fait. Il a fallu que je sorte que je reste à Montréal pour me dire, waouh, c'est vraiment, tu sais, dans le fond, ce que j'ai là, c'est la plus belle chose. J'ai ma langue, j'ai des cheveux noirs. Mais, mais tu sais, ça m'a rendu fière, vraiment fière d'être Inou. Ma langue, ça, c'est comme, on peut pas se permettre de la perdre. Puis moi, c'est comme ma plus grosse, c'est ce que je défends le plus, la langue. Tu sais, je suis pas très, je vais pas dans le territoire, là, je suis pas une fille de bois du tout, mais la langue, ça, j'y tiens.
C'est intéressant que vous reveniez sur cette langue-là. Il y a un petit peu des traces de la langue Innu dans ce livre-là, dans ce roman-là de Natacha Canapé-Fontaine. Il y en a assez, vous auriez voulu que ça soit encore plus présent, la langue Innu? Ah, ben, ça dépend. C'est sûr que, tu sais, s'il y en aurait eu plus, peut-être que ça aurait moins accroché d'autres lecteurs qui ne maîtrisent pas la langue. Fait que je trouve que c'est correct comme ça de mettre quelques bouts seulement, vraiment, ouais. Mais ça, c'est mon avis personnel, là. Non, mais moi, ça m'a juste obligée à me forcer, puis à aller chercher, puis aller dans le dictionnaire, puis taper les phrases, puis les mots, puis comprendre le sens de la phrase. Quoi qu'il y en a plusieurs là, que je connaissais déjà, là, ça va, mais ça m'a obligée à travailler. Tu C'est sais. plus parce que j'essaie de me mettre à la place, mettons, de certains autres lecteurs qui, mettons, moi, exemple, je lis un livre justement en français, puis qu'il y a des portions, je sais pas, je dis n'importe quoi, en espagnol, mettons. J'aurais pas cette tendance-là à aller checker sur Google de traduire. Moi, dans le fond, ce que je ferais, là, je ferais juste sauter cet extrait-là puis passer à l'autre. Fait que, tu sais, pour ça, je trouve que dans son roman, c'est correct de pas trop en mettre, justement, euh, afin de ne pas faire décrocher le lecteur. Et je suis du même avis qu'Audrey-Lise. C'est bien, tu sais, c'est bien d'avoir des portions en Innu, euh, ne serait-ce que pour montrer de quoi ça a l'air aux lecteurs, mettons, québécois. Puis sinon, je pense que c'est ça, on aurait tendance à décrocher. Tu sais, on peut en faire des livres en Innu complètement, puis Et je sais pas, c'est ça, mais vont-ils être publiés? Tu sais? C'est une question. Peut-être Anénora qui va les publier, mais entièrement en Innu. ben, tu sais, comme Je suis une maudite sauvagesse de Anne Capèche, une portion en Innu puis l'autre en français, ben, tu sais, c'est la même chose dans le fond. Joséphine Bacon a fait la même chose aussi avec ses recueils de poésie, là. Puis c'est quand même très dur à lire, même si on est Innu puis qu'on parle la langue, parce que c'est pas vraiment des mots qu'on utilise. C'est c'est vraiment des mots plus anciens. Tu sais, en même temps, de voir ces petites portions-là en Innu dans le roman, ça démontre justement une certaine réappropriation identitaire de l'autrice. Oui, elle dit que, tu sais, comme elle comprend pas beaucoup, elle a perdu un peu de sa langue, tu sais, en restant à Forestville. Puis je pense que même Natacha, elle en a perdu beaucoup en restant en grandissant à Bécomo. Donc, mais là, je sais que tu sais, elle l'apprend, là. Elle l'a réappris. Fait que là, je pense que elle dit dans son livre, tu sais, ça se réapproprie sa langue. Je pense pas qu'elle parle sa langue parfaitement, mais au moins l'effort est là, puis la volonté de la garder est là. Puis ça, je trouve ça super important pour chaque personne. Il y a quand même beaucoup de thématiques qu'on retrouve dans ce livre-là, que ce soit l'art, l'artisanat également, mais je ne vais pas faire de distinction entre les deux, là. Pour moi, c'est comme une même chose, c'est la créativité, hein. Donc, il y a beaucoup de création, il y a du voyage, il y a la quête d'identité, se réapproprier son récit, hein. On est vraiment comme dans une affirmation de souveraineté de notre propre récit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait sens? Comment est-ce qu'on donne du sens à notre vécu puis à celui de notre famille? Tout le monde a une histoire à raconter, mais c'est la façon que tu la racontes qui fait que ça intéresse le monde, puis que surtout le lecteur reste. Puis je pense qu'elle l'a bien compris dans ce roman-là. Puis, tu sais, c'est le fait qu'on parle qu'il y a un chapitre vraiment accordé à Pessamit, le fait qu'on parle de ma communauté, ça m'a vraiment donné envie de dévorer les pages une à une sans m'arrêter. Puis, tu sais, en plus,
je, je vous avouerai que pendant que j'étais au travail, en deux tâches, j'allais cliquer dans mon ordi pour le lire, puis après ça, je suis retournée dans une autre tâche. Fait que, ouais, c'est ça donnait le goût vraiment de savoir la suite. Mais par contre, je crois que c'était en territoire ou sinon, Fascinant. c'était plus dans ce bout-là que j'ai failli me perdre. Vraiment. OK, OK, OK. Comme presque décroché un peu, mais tu sais, il fallait que je le finisse de lire quand même, là, vraiment. Mais ouais, Ben, c'est parce qu'on est plus dans. C'est ça. Tu sais, on est en territoire forestier, là. On est en forêt, dans une Tassinane, avec des gens qui sont venus lui dire ben, quand tu seras prête, tu viens, puis on part ensemble. Puis on est un peu aussi dans son monde onirique aussi. Donc, on rentre vraiment comme presque dans un monde onirique de rêve, de vision en forêt. C'est ça peut-être un peu aussi de. Tu sais, comme on décroche de la réalité, puis qu'on. exactement. Il y a beaucoup plus de poésie aussi Puis, à ce moment-là qui apparaît parce qu'elle a conjugué de l'histoire avec de la poésie. exactement. Puis, tu sais, vers la fin, il y a beaucoup de visions, beaucoup de rêves. Fait qu'une fois de plus, c'est un petit peu plus difficile pour le lecteur de se mettre dans la peau du personnage, d'essayer de comprendre ce qu'elle voit, puis à quoi elle rêve, puis ouais, c'est de démystifier tout ça. C'était vraiment plus... c'est ce que je trouvais le plus complexe vers la fin du roman, là. OK. Moi, j'ai lâché, tu sais, j'ai pas essayé de comprendre, j'ai essayé de sentir. Un peu comme quand on lit de la poésie, d'aller plus dans le sentiment. Puis à la fin, je veux dire, bon, je raconterai pas toute l'histoire parce que finalement, c'est pas la fin qui est importante, c'est tout le voyage qu'elle fait qui est formidable dans ce roman de Natacha Canapé-Fontaine. Elle dira je remonte le courant des rivières, mon cœur suit le rythme des rapides dans leur courant pérenne. Dans mon corps, tous les mots sont réveillés par les mouvements de la remontée, pagayés, frayés parmi les eaux. Je suis avec une Inukshuk assis au devant de son premier canot. Les Inuits me suivent dans un élan imitant la grâce des saumons en migration au ralenti. Donc, là, vraiment, là, on arrive dans un espace qui est plus de rêve, mais aussi d'affirmation de son identité Innu. Moi, ça, je trouve ça beau. C'est, comme je disais tantôt, c'est plus du Natacha pour moi. Tu sais, comment je l'ai connue au début, là. Fait que, j'aime vraiment ce style-là. Oui, c'est ça. Ben là, finalement, on a beaucoup le roman. Ensuite, comme plus ça avance, à un moment donné, l'espace poétique prend plus de place dans les pages, les mots, plus des thématiques avec des métaphores, la présence des animaux, des astres, des êtres, de la nature, la faune, la flore. Puis, on a tout cet univers-là qui appartient à Natacha qu'on retrouve. Vous vous dites finalement que c'est à la fin ou comme dans le développement, quand on rentrait dans la poésie, que vous reconnaissiez la plume de Natacha. En même temps, faut pas nier le fait que, tu sais, c'est un roman puis que, tu sais, c'est pas de la poésie, je veux dire, c'est pas un recueil de poésie. Fait que, tu sais, elle a écrit un roman puis ça l'a bien fait tout le long. Sauf que, tu sais, ça ajoute un plus, je dirais, ces petits... ces propos plus poétiques en décrivant le territoire, mettons, ou juste les petites, comment tu appelles ça, des proses, ou en tout cas, ça ajoute un plus, selon moi, parce que ça amène aussi de la douceur. Est-ce qu'on avait une dernière phrase à dire, un conseil, une réflexion qu'on s'est faite quand on a terminé le livre, qu'on dirait à notre tante Muriel?
Muriel, moi, je pense, ce livre-là. Ben, si j'avais un petit message à donner à ma petite tante Muriel, ben, si elle est dans cette quête identitaire-là, ben, va te procurer le livre. À toutes les Muriel, allez l'acheter. Ben non, mais c'est ça, c'est vrai, si tu es en quête ou si, juste si tu veux connaître une jeune Inou, de sa façon de penser, de parler, entre guillemets, mais aussi ce à quoi la jeunesse Inou pense, ben, je pense que c'est le bon roman pour ça. Ouais. Ouais. Puis on n'a pas. Puis les jeunes, puis les Inuits en général n'ont pas les réponses à tout. Tu sais, des fois, on se pose des questions par les non-autochtones. Ah ouais, vous autres, tu sais, la forêt, les loups, les. Tu sais, il y a un petit peu, un petit peu trop d'exotisme dans les questions, là. On n'a pas on n'a pas les réponses à tout. Puis chacun vit un peu sa quête personnelle, son parcours, son chemin. Exactement. Puis je pense que, tu sais, comme elle parle un peu moins, elle parle pas de spiritualité en tant que telle, mais on est quand même capable de le ressentir. Fait que je pense que peu importe ta quête, tu sais, dans le fond, c'est une quête, c'est pas avoir réponse à tout. Donc, je pense que juste être soi-même en tant qu'Autochtone, c'est déjà un plus pour les non-autochtones. Sur cette belle parole, Katia Bacon et Audrey-Lise Roch-Hervieux, À Tchilashkometnon. bout de seconde. Ben, merci à toi. Cet épisode de Balado vous a été présenté par Hydro-Québec, une réalisation de Quahiatonk avec l'appui financier du Conseil des arts du Canada. Animation et recherche, Caroline Nepton-Hott. Invités, Audrey-Lise Roch-Hervieux et Katia Bacon. Technique et réalisation, Nicolas Ottawa. Musique et montage, Marc Vallée. Production, Gabriel Piché. Quahiatonk, marquer l'imaginaire.